Pascal Boniface, je peux me tromper, hein, mais il y a une constance chez vous, limite de l'acharnement à vouloir simplifier en permanence la géopolitique aux non-initiés et à démanteler le monopole de la connaissance et du savoir dans votre discipline. Et en cela, votre démarche est très louable. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc cet échange gravitera essentiellement autour du conflit en Ukraine et justement des perspectives d'avenir. En ce moment, en France, il y a des gens qui passent la nuit dans leur bagnole parce qu'ils ne peuvent pas se chauffer. Est-ce qu'il est, à votre avis, normal d'en arriver là, à sacrifier sa population au nom de la sacro-sainte solidarité otanienne, si je puis m'exprimer ainsi? Je pense que s'il y a des gens qui ont des problèmes économiques, ce n'est pas à cause de la solidarité de l'OTAN. Ce n'est pas le fait que la France livre des armes à l'Ukraine ou aide l'Ukraine qui fait qu'il y a des problèmes sociaux en France. Il y avait des gens qui avaient des difficultés économiques avant le début de la guerre en Ukraine. Donc on peut éventuellement critiquer cela, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Très bien. Ce conflit russo-ukrainien renforce-t-il, selon vous, le postulat qui consiste à dire que l'UE et l'OTAN sont deux faces d'une même médaille, à savoir celle de l'asservissement, comme le fait remarquer un tas d'observateurs du vieux continent aux intérêts américains? Je pense que le terme d'asservissement est trop fort, qu'il ne représente pas la réalité. Par contre, il est certain que l'influence américaine en Europe a été renforcée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, par la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, parce que les pays européens ont pris peur, ils ont eu peur de la menace militaire russe, et ils pensent, à tort ou à raison, que seuls les États-Unis peuvent les protéger contre cette menace militaire russe. Donc je n'emploierai certainement pas le terme d'asservissement qui me paraît, d'une part, c'est un asservissement qui serait volontaire, parce que les pays européens sont volontaires, mais le terme d'asservissement ne reflète pas la réalité et qu'il me paraît excessif, mais il est certain que l'influence américaine était déjà très forte en Europe et qu'elle a été renforcée par cette guerre. Pourquoi il est si difficile pour l'Occident d'admettre que la Russie est une grande puissance? Oh, tout le monde admet, on peut dire au contraire que certains pensent qu'elle est trop une grande puissance. Et c'est pour ça qu'il faut la contrer. Donc, alors on peut dire effectivement que certaines puissances, certains États ont considéré que la Russie avait perdu la guerre froide et qu'on n'avait pas à prendre en considération ses avis, ses opinions, ses intérêts. C'est le thème de l'humiliation de la Russie après la fin de la guerre froide. Alors pour certains disent non, la Russie n'a jamais été humiliée, on l'a toujours traité comme un partenaire. Beaucoup de gens, non seulement en Russie, disent ça, mais même des gens en Russie comme Gorbatchev, qui n'était pas anti-occidental, ou y compris des Américains disent cela, qu'effectivement on a commis des erreurs à la guerre de la Russie. Je pense qu'il est important de dire deux choses en même temps. Oui, l'Occident a commis des erreurs à la guerre de la Russie, mais cela ne légitime pas et encore moins n'excuse la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine. J'ai interviewé récemment Alexandre Douguine, à qui je présente au passage toutes mes condoléances pour l'assassinat de sa fille Daria Douguine, qui est une confrère qui plus est. Alexandre Douguine, qui est un éminent philosophe que je n'ai pas besoin de présenter, qui a écrit un bouquin de Fourth Political Theory, la quatrième théorie politique, comme son nom l'indique, qui est une théorie qui rejette le libéralisme et qui est aussi une invitation à repenser ce régime socio-économique prédominant dans le monde, et dont l'existence est tributaire, je dirais, de la dissolution totale des valeurs traditionnelles dans des pays comme le Maroc ou dans des pays arabes qui refusent de se transformer en société fluide, si je puis me permettre. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça peut être une manière de mettre fin aux confrontations idéologiques que de se réunir autour d'une même et unique, on va dire, théorie qui rassemblerait peut-être tout le monde? Vous pensez que Douguine peut réunir tout le monde? Vous pensez que la pensée de Douguine peut réunir beaucoup de monde? En lisant son bouquin, la quatrième théorie politique, est une invitation justement à repenser le monde. Oui, enfin, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère du moins, que Douguine est un dangereux néofasciste qui appelle au meurtre, qui appelle à la violence, qui est un partisan de la guerre, un partisan de l'asservissement. Donc la réponse est non. De l'Ukraine, et je pense que même Poutine considère que c'est un radical excessif.
et donc il n'était en rien... Dugin était pourtant le conseiller de... Non, ça c'est ce qu'il a inventé lui-même. Ça c'est une histoire que Vladimir Poutine n'avait enfin, Dugin n'exerçait pas d'influence sur Poutine. Il fait partie de ces gens qui appellent à la violence, qui appellent à la guerre, qui appellent à la suprématie de la Russie sur les autres. Mais je ne pense pas que, dans tous les cas, je n'en ferai certainement pas une référence. Comment vous voyez évoluer le conflit russo-ukrainien sur les mois à venir ? Écoutez, pour l'instant, il semble qu'il y ait une décision des pays occidentaux d'augmenter et d'accélérer la livraison d'armes à l'Ukraine et que parallèlement, Poutine risque de mobiliser encore un peu plus des Russes pour faire face à cela. Et on risque d'avoir un conflit qui dure, qui s'inscrive dans la durée, parce que les positions des deux protagonistes, russes et ukrainiens, sont tout à fait incompatibles. Poutine demandant la reconnaissance de l'annexion du Donbass avant de négocier, et Zelensky demandant la libération de tout le Donbass et la réannexion de la Crimée, enfin la récupération de la Crimée avant de négocier. Donc ce sont des positions qui, pour le moment, sont complètement incompatibles. Très bien. Vous avez écrit un bouquin sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, et Microsoft, Google en ce moment qui sont en train d'incorporer l'IA dans leur arsenal, on va dire, technologique. Quel espace occuperont selon vous ces firmes technologiques dans cette course à la puissance ? Elles sont de plus en plus importantes. On voit qu'Elon Musk, y compris dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, joue un rôle important. Starlink fournissant des éléments essentiels pour l'armée ukrainienne par son biais de satellites, mais refusant qu'il soit utilisé pour la Crimée, ce qui est assez intéressant, et s'étant proposé de faire un médiateur entre la Russie et l'Ukraine, mais en laissant la Crimée à la Russie, ce qui a ulcéré les Ukrainiens. Et en tous les cas, vous mettez le doigt sur un phénomène important, c'est la place grandissante et peut-être inquiétante que ces grandes firmes multinationales et que les propriétaires de ces grandes firmes multinationales prennent, qui viennent maintenant concurrencer les États. Or, même dans les États dictatoriaux, les chefs d'État et de gouvernement sont responsables devant leur population. Ces gens-là ne le sont pas. Et donc là, il est temps qu'il y a un risque qu'ils viennent de plus en plus sur les affaires régaliennes, ce qui serait mettre en cause quand même les attributs traditionnels des États, et ce qui ne serait pas une bonne chose pour les populations. Vous êtes assez impartial dans votre manière de traiter l'information. Quand vous prenez du recul, quand vous voyez que les intérêts priment toujours dans cette quête de puissance, qu'est-ce que selon vous cela dit de la nature intrinsèque de l'homme, on va dire ? C'est une question qui ferait plus poser à un philosophe qu'à un géopolitologue, parce que moi je ne suis pas philosophe. Écoutez, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Et que... de toute éternité, il y a des gens qui ont voulu faire le bien autour d'eux et des gens qui ne pensaient qu'à eux et dont la soif de pouvoir, dont la soif, l'intérêt particulier prime sur l'intérêt général et qui ont conduit à des catastrophes. Et je crains que cela continue. Et que donc il faut essayer de faire prévaloir l'intérêt général pour mettre en lumière ceux qui ne le font pas. Mais voilà, c'est la nature humaine. Vous êtes toujours blacklisté par certains médias français ? Oui, je suis interdit de séjour à France Inter, France Culture, Le Monde aussi, puis encore quelques autres chaînes, Beurre FM. Voilà, disons que... J'ai vu que certains vous traitent d'antisémites. Sur quelle base ils se fondent pour formuler ce genre d'allégation ? Aucune base factuelle, aucune déclaration, il n'y a aucune preuve. Ils n'ont jamais pu retirer une phrase ou une déclaration que j'ai faite des 70 bouquins que j'ai écrits, des centaines d'articles que j'ai faits, des milliers de conférences que j'ai faites. Jamais, 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 ils ont pu dire, regardez, là, il y a une phrase qui est antisémite. Mais comme vous le savez, quand on critique la position du gouvernement israélien, enfin de certains gouvernements israéliens... Là, vous faites référence à votre bouquin, les intellectuels français ? Alors non, ça c'est déjà encore après, mais j'ai écrit un livre « Est-il permis de critiquer Israël ?» J'ai critiqué l'occupation, et donc si je critique Poutine, on ne va pas me traiter d'anti-russe. On ne va pas dire que je fais du racisme anti-russe. Si je critique Lula, on va dire que je fais du racisme anti-brésilien, ou Bolsonaro, peu importe. Mais si vous critiquez Netanyahou ou Sharon à l'époque, on va dire que vous êtes antisémite. Claire. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette interview express et je vous dis à la prochaine.